Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Bilan de la transition. Bilan de la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée. Par le général-major Jean-Pierre Ondekane, ministre de la Défense nationale, démobilisation et anciens combattants. Excellences. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Distingués invités, la mission principale qui nous a été confiée au ministère de la Défense nationale, démobilisation et anciens combattants pendant la transition consiste à former une armée nationale, restructurée et intégrée. L'accomplissement de cette tâche essentielle de la transition vise d'une part, la reconstruction de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, d'autre part, la protection de l'intangibilité de ses frontières, de manière à permettre, au terme de la transition, la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. La défense nationale n'est pas l'apanage du ministère de la Défense nationale, démobilisation et anciens combattants. C'est pourquoi je note avec beaucoup de satisfaction l'intérêt de plus en plus croissant qu'affichent les compatriotes congolais pour cette tâche ardue et combien exaltante de refondation de l'armée nationale à laquelle nous sommes occupés depuis le début de la transition. Présenter l'état des lieux de la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée, tel est le thème qui a été soumis à notre examen dans le cadre de cette grande réflexion nationale engagée autour du thème central qui est de la transition aux élections en République démocratique du Congo, bilan, enjeux et perspectives. Ainsi que je l'ai fait récemment au Sénat et à l'Assemblée nationale, à la suite du désir exprimé par les honorables sénateurs et députés d'en savoir un peu plus sur le processus, je voudrais saluer l'initiative de la Fédération des Congolais de l'étranger et remercier les organisateurs du colloque de m'avoir prêté cette tribune pour parler du processus de l'intégration de l'armée. Sans vouloir trop remonter loin dans l'histoire, il y a lieu de rappeler que lors du dialogue intercongolais, les compatriotes congolais qui faisaient la guerre depuis plus de 5 ans s'étaient ravisés après s'être rendus compte d'une vérité simple: la guerre n'a jamais été une bonne solution pour résoudre les problèmes. En effet, chacun des belligérants disposait de son armée sans oublier certaines entités, milices et groupes armés. Tout cela à l'intérieur d'un même territoire. C'en était trop. La situation sécuritaire de la nation était donc gravement affectée, et la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée, est apparue comme l'une des solutions majeures dans la quête de la reconstitution de l'unité nationale. Cette armée, on l'a voulue apolitique, c'est-à-dire éloignée des factions et groupes qui lui ont donné naissance. Pour ce faire, le ministère de la Défense nationale, démobilisation et anciens combattants a mis à contribution l'expertise nationale et internationale pour concevoir une architecture nouvelle, adaptée à la doctrine et aux techniques du métier des armes. Nous pouvons retenir de ce travail de conception 2 volets fondamentaux. Primo, la mise en place des structures, secondo, l'élaboration des instruments juridiques. 1. La mise en place des structures. Amorçant la logique de l'intégration, le ministère de la Défense nationale, mobilisation et anciens combattants a posé les actes fondateurs ci-après. L'intégration et l'installation de l'état-major général. L'intégration et l'installation des états-majors des forces. Le découpage du territoire en régions militaires. La création de la structure militaire d'intégration chargée de la prise en charge technique du programme d'intégration de l'armée. La création de la CONADER chargée d'exécuter le Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, PNDDR en sigle. L'unification de la justice militaire. 2. L'élaboration des instruments juridiques. Nous pouvons mentionner la loi portant organisation générale de la défense et des forces armées. Le décret portant création de la structure militaire d'intégration, SMI en sigle. Le décret portant création de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion, CONADER en sigle. Les décrets portant reconnaissance des grades des officiers et sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Le décret portant nomination des magistrats militaires. Le décret portant mise en place des commandants des réunions militaires.
Les décrets portant nomination dans les catégories des officiers généraux et supérieurs, pour les éléments issus des groupes de l'Ituri. À ces actes de refondation de l'armée, nous avons associé la formation. Car dit-on, la force d'une armée est tributaire de la valeur des hommes qui la composent. C'est ainsi qu'il y a eu notamment le recyclage des commandants de brigade à Kinshasa ainsi que la formation des instructeurs militaires en Belgique. Au regard de ce qui précède, on est en droit d'affirmer que le processus d'intégration de l'armée est d'ores et déjà enclenché. On peut constater que depuis le sommet jusqu'au niveau des régions militaires, cette tâche est à 100% exécutée. Le gros morceau qui reste à faire, c'est l'intégration de la troupe. Celle-ci a déjà connu un début d'exécution avec les mouvements vers la base militaire de Kitona, des éléments provenant de toutes les composantes et entités ainsi que ceux des groupes armés de l'Ituri. Chers compatriotes, alors que le PNDDR est financé par des bailleurs extérieurs à hauteur de 200 millions de dollars américains, le programme d'intégration doit, lui, être entièrement pris en charge par le gouvernement. Depuis son installation, la SMI vient de recevoir 2 tranches d'1 million de dollars américains chacune, sur les 5 millions accordés par le gouvernement au titre de fonds de démarrage destinés, principalement, à l'aménagement et à l'équipement des sites de brassage. Le budget global de l'intégration est de 102 millions de dollars américains, et le gouvernement, dans son projet de budget pour l'année 2005, a décidé de financer 62 millions de dollars américains. C'est dire que l'opinion selon laquelle rien n'est fait dans ce domaine est largement exagérée. Du retard a certes été pris, à cause du manque de moyens financiers, mais ce retard est en train d'être rattrapé grâce à la volonté du gouvernement pleinement conscient des enjeux. La prise en compte de l'approche des échéances électorales et des menaces potentielles internes et externes a conduit le ministère de la Défense nationale, Démobilisation et Anciens combattants à élaborer un plan d'urgence. C'est ainsi que, sur les 19 centres de brassage et de recyclage initialement prévus, le ministère de la Défense nationale, Démobilisation et Anciens combattants a choisi 6 centres principaux, où seront brassés et formés les militaires, afin de doter le pays d'une force de couverture territoriale à même de le sécuriser. De ces 6 centres de brassage et de recyclage, en termes de ligne de temps, d'ici à l'échéance de juin 2005, sortira une quinzaine de brigades qui seront déployées sur toute l'étendue du territoire. C'est ce que nous appelons la force de couverture territoriale. D'ores et déjà, comme nous l'avons indiqué, la base de Kitona, retenue comme CBR, est actionnée et procède déjà au brassage et à la formation de 3 brigades et d'un contingent de commandos grâce à un programme de partenariat militaire avec la République d'Angola. Chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, ce qui se passe en République démocratique du Congo intéresse d'autres pays de par le monde. Dans ce processus de formation de l'armée nationale, restructurée et intégrée, comme du temps du processus de pacification du pays, la République démocratique du Congo compte sur les partenaires historiques et traditionnels. Ils sont nombreux à s'intéresser à notre armée. Cependant, le Royaume de Belgique, la République d'Afrique du Sud et la République d'Angola ont à ce jour posé les gestes les plus significatifs et les plus marquants. Avec chacune de ces 3 puissances, nous avons signé un accord de partenariat. Récemment, en date du 13 décembre dernier, un arrangement liant les 2 premiers pays au nôtre et répartissant les tâches précises à accomplir dans le cadre du programme d'intégration de l'armée, a été signé par le ministre de la Défense à Kinshasa. Excellences. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Distingués invités. Voilà en quelques mots, ce qui peut à mon avis être considéré comme l'état de la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée en cette fin de l'an 2004. Puissent les actes du colloque souligner la nécessité et l'urgence d'accorder au processus d'intégration de l'armée les moyens qu'il requiert. Tel est en tout cas notre vœu le plus ardent. Je vous remercie. Bilan de la réunification, de la pacification et du rétablissement de l'autorité de l'État en République démocratique du Congo. Par le professeur Théophile Mbemba Fundu, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité. Monsieur le Président. Messieurs les membres de la Fédération des Congolais de l'étranger.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les participants. Permettez-moi, avant d'aborder le thème qui nous a été proposé, de féliciter les membres de la Fédération des Congolais de l'étranger pour avoir pris l'initiative patriotique d'instituer un cycle de grandes conférences sur la République démocratique du Congo. Par cette initiative, ces compatriotes de l'étranger prouvent à suffisance leur attachement au pays dont le sort demeure, pour eux aussi, un sujet de préoccupation. Ce faisant, ils répondent aux vœux exprimés par le chef de l'État, le général-major Joseph Kabila, lorsqu'il déclarait dans son discours bilan prononcé à Lubumbashi le 26 janvier 2003 « Puisque nous devons compter sur l'effort de chacun pour aller de l'avant, désormais, les Congolais de la diaspora seront davantage appelés à apporter leur contribution pour la reconstruction nationale. Il importe que nos compatriotes vivant à l'étranger gardent, spirituellement et matériellement, un lien fort avec la mère patrie. Si les diasporas de par le monde ont pu renforcer leur pays d'origine, il est temps que la diaspora congolaise prenne conscience de sa participation dans l'œuvre de la reconstruction du pays. Le choix du thème de votre colloque, de la transition aux élections en RDC, bilan, enjeux et perspectives, est fort judicieux en ce moment où la transition tire vers sa fin et où certaines rectifications ultimes peuvent s'avérer nécessaires pour la réussite du processus. Enfin, nous voudrions vous remercier en notre nom et en celui du ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité pour l'honneur que vous nous faites en nous associant à ce colloque. Notre communication de ce jour exposera d'abord le contexte qui a conduit à la conclusion de l'accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo. Ensuite, nous rappellerons les missions assignées au gouvernement par l'accord global et inclusif ainsi que la constitution de la transition. Nous retracerons l'itinéraire de la réalisation de ces missions, tout en épinglant les difficultés rencontrées. Nous conclurons enfin notre exposé en indiquant quelques perspectives d'avenir. Monsieur le Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Distingués invités. Sans être passéiste, il est important de nous inspirer de l'histoire de notre pays et de rappeler qu'après près de 3 décennies d'une des dictatures les plus déshumanisantes au monde, notre pays a connu une guerre injuste de près de 5 ans avec des conséquences nombreuses sur la vie nationale, à savoir perte en vies humaines estimée tant par la communauté nationale qu'internationale en termes de millions, 3 500 000. Déplacement massif des populations évalué à peu près à 2 500 000 déplacés internes. Destruction des infrastructures de base et du tissu économique résiduel. Émiettement de l'autorité de l'État, du fait des rébellions au nord et à l'est de notre pays. Circulation incontrôlée des armes de guerre et pose des mines antipersonnelles dans certaines parties du pays. Méfiance réciproque entre Congolais et résurgence des conflits ethniques et tribaux. Naissance des seigneurs de guerre, particulièrement en Ituri. Pillage des ressources naturelles du pays. Viol des jeunes filles et femmes. Et forte augmentation du taux de prévalence du VIH-Sida à l'est du pays. Tel est le tableau sombre que notre pays a présenté au bout de 5 années de guerre. Tenant certes compte de cet état déplorable des choses, dans un sursaut de sentiments voulus patriotiques, les Congolais, avec l'appui ou sous pression de la communauté internationale, ont unanimement évité la balkanisation du pays et sont parvenus à se mettre d'accord, après de longues et laborieuses négociations, ayant abouti à la signature de l'accord global et inclusif le 17 décembre 2002. Ainsi, après une période de tergiversation qui a suivi la signature de l'accord global et inclusif et la promulgation de la constitution de la transition par le président de la République, les Congolais se reconnaissent aujourd'hui dans les institutions suivantes de la transition. Le président de la République, chef de l'État. Le gouvernement. L'Assemblée nationale. Le Sénat. Les cours et tribunaux. À celles-ci, s'ajoutent les institutions d'appui à la démocratie. Nous sommes donc tous pour le respect de l'accord global et inclusif ainsi que de la constitution de la transition, appelés à baliser le chemin de la République démocratique du Congo vers un État de droit respectueux des lois, des valeurs républicaines et des aspirations profondes du peuple. Ces 2 textes fondamentaux assignent à la transition les objectifs principaux suivants. 1. La réunification,
la pacification, la reconstruction du pays et la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. 2. La réconciliation nationale. 3. La formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée. 4. L'organisation, en collaboration avec la Commission électorale indépendante, d'élections libres et transparentes à tous les niveaux permettant la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique. 5. La mise en place des structures devant aboutir à un nouvel ordre politique. Monsieur le Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Distingués invités. Comme vous pouvez le constater, le premier de ces objectifs fait l'objet de votre préoccupation et cadre en grande partie avec le thème proposé. En réalité, la réunification du pays, la pacification et le rétablissement de l'autorité de l'État constituent l'objectif majeur, voire essentiel de la transition, car en eux se fondent les autres objectifs cités. Dans la réalisation de cet objectif, le ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité a certes un rôle important à jouer au regard des attributions importantes lui étant conférées par le décret numéro 0327 du 16 septembre 2003, à savoir la politique d'administration du territoire, la tutelle des entités administratives décentralisées, le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique et de la protection des personnes et des biens, la police nationale et la surveillance des frontières. Mais cet objectif, dans son accomplissement, exige des actions multisectorielles aussi bien horizontales que verticales. C'est l'objectif qui nécessite l'implication non seulement du gouvernement, mais de toutes les institutions de la République. Quant au gouvernement, au cours de ses deux premières réunions respectivement des 25 juillet et 8 août 2003, il a pris entre autres les décisions suivantes en ce qui concerne la réunification du pays. L'uniformisation des emblèmes nationaux, la libre circulation des personnes et des biens, la réunification effective de l'administration, la formation d'une police nationale intégrée. Dans l'exécution de ces décisions, le ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité a posé les actes ci-après. En matière d'uniformité de l'emblème, des armoiries et de l'hymne national. Des messages ont été adressés à la population aussi bien à la radio qu'à la télévision, invitant tous les Congolais à utiliser les mêmes signes, symboles de la nation, à savoir le drapeau, l'hymne national, la devise, la monnaie ainsi que les armoiries. Des notes circulaires ont été édictées à ce sujet à l'intention des gouverneurs des provinces et de tous les responsables des services publics de l'État. Des drapeaux du pays ont été distribués dans les provinces. L'action s'est poursuivie au niveau des territoires, secteurs, chefferies et groupements. En matière de libre circulation des personnes et des biens, le ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité a pris les actes ci-après. Des notes circulaires portant suppression des laissez-passer, des autorisations de déplacement et des sauf-conduits pour le personnel des associations ou organismes religieux, pour les coopérants techniques et les fonctionnaires internationaux en vue d'attirer les investissements dans le cadre de la reconstruction du pays. En ce qui nous concerne, pour assurer la population et consolider la réunification, nous avons entrepris plusieurs tournées de travail à l'intérieur du pays en vue de évaluer sur place le degré d'exécution des décisions prises par le gouvernement, notamment dans le cadre de la réunification du pays et du rétablissement de l'autorité de l'État. Palper du doigt les différents problèmes qui se posent sur le terrain, pour y apporter des solutions immédiates ou de les soumettre au gouvernement. Battre campagne de sensibilisation sur la nécessité de la pacification et de la réunification effective du territoire national, pour la reconstruction du pays et la poursuite du processus de la démocratisation. Le travail se poursuit. D'autres membres du gouvernement ont aussi contribué à la réalisation de cet objectif. Cependant, il sied de relever que notre ministère a rencontré quelques pesanteurs dans l'application de ces mesures, particulièrement dans les territoires réunifiés. Il s'agit notamment de hésitation de certains gouverneurs de province à s'impliquer dans l'exécution des instructions reçues du gouvernement.
La poursuite de la perception des recettes de l'État suivant les structures laissées par les ex-mouvements politico-militaires, consacrant ainsi la fuite des recettes de l'État en violation du principe de l'unicité du Trésor public et du centre d'ordonnancement décidé à la réunion du Conseil des ministres du 8 août 2003. À cet effet, plusieurs mesures ont été prises pour corriger cet état de choses. Il y a lieu de mentionner les notes circulaires relatives à la communication de la situation journalière au ministère de l'Intérieur, décentralisation et sécurité. Les notes circulaires réglementant les déplacements des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province en dehors de leur juridiction. L'envoi par le gouvernement d'une mission conjointe des ministères des Finances, Budget et Portefeuille ainsi que de la Banque centrale du Congo sur l'ensemble du pays pour établir l'état des lieux en matière des finances publiques. La participation dans la délégation de la République démocratique du Congo à la conférence de Yaoundé sur la décentralisation des gouverneurs de province du Nord Kivu, du Bas-Congo, du Kasaï occidental et de la ville de Kinshasa ainsi que les directeurs de province du Maniema, du Sud Kivu et de la province orientale. La rétrocession à toutes les provinces des recettes générées par les régies financières. La mise en place des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. En outre, à plusieurs reprises, nous avons fait venir à Kinshasa les gouverneurs des provinces réunifiées soit en consultation, soit en réunion, soit en vue de recevoir des instructions sur la gestion de leurs entités et leur faire comprendre d'une part que le train de la réunification étant en marche, ils avaient intérêt à s'y embarquer et d'autre part que le processus de pacification du pays était irréversible. Dans le même ordre d'idées, les experts venus de toutes les 11 provinces du pays ont été associés ici à Kinshasa à l'élaboration du projet de loi sur la décentralisation et à la défense des prévisions budgétaires de différentes provinces. Le contact entre l'administration centrale et toutes les provinces était rétabli. Les rapports journaliers sur l'état du territoire nous parviennent tous les jours. Aujourd'hui, nous pouvons tous constater que les Congolais sont libres d'aller à Gubadolit, à Goma, à Beni, à Iziro, à Lubumbashi, à Mbujimayi, à Kananga, à Bandundu, à Mbandaka, à Bukavu, à Matadi. La République démocratique du Congo est bel et bien réunifiée. Il n'y a aucun doute à cela. Mais ce n'est pas tout. Il est important qu'à cette réunification territoriale ou géographique se joigne la réunification des esprits pour que tous les acteurs politiques cultivent le patriotisme. C'est essentiel. Monsieur le Président. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Distingués invités. Abordons à présent le volet pacification. La pacification suppose d'abord une absence de guerre organisée contre l'État. Elle suppose ensuite une absence de confrontation entre forces ou groupes armés. Elle est donc la résultante d'une sécurité assurée pour tous. Pour un pays sortant d'une longue guerre comme le nôtre, on doit admettre que la République démocratique du Congo a fait un progrès certain dans ce domaine. Mais la situation demeure précaire au regard de l'équilibre métastable en matière sécuritaire. En effet, il existe encore des poches de résistance dues à la forte implication des forces étrangères manipulatrices qui tiennent à résoudre leurs problèmes sur le dos du Congo et qui poursuivent donc des intérêts partisans et mercantiles. Le Rwanda considère que la santé de sa situation économique et sécuritaire doit être inversement proportionnelle au taux d'insécurité à l'est de notre pays. La situation sécuritaire à l'est est d'autant plus complexe que se mêlent à elle l'arrogance, la méfiance, la duplicité qui rendent la cohabitation difficile entre les communautés d'expression Kinyarwanda et les autres communautés locales, et s'ajoute la gestion de la question des Interahamwe. Ceci constitue un véritable problème qui nécessite de promouvoir la réconciliation, une révolution et une communion de mentalité pour que les Congolais où qu'ils soient, quelles que soient leurs origines ancestrales, se sentent et se comportent en Congolais, défendent les intérêts de leur patrie et non ceux des pays étrangers fussent-ils d'origine, comme les Noirs américains servent l'Amérique. C'est le sens même de ce qui est vécu au Nord Kivu et en Ituri. Ces cas ne seront jugulés qu'avec la mise en place d'une armée forte et intégrée, ainsi qu'avec le rétablissement réel de l'autorité de l'État. En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il convient de signaler au préalable que la définition d'une politique en cette matière est le résultat d'une interaction entre les différents ministères et services de l'État,
et donc de l'ensemble du gouvernement. Mais avant toute chose, il me paraît utile d'expliciter d'abord le concept « autorité de l'État ». Sans entrer dans des considérations philosophiques ou doctrinales, ce qui n'est d'ailleurs pas l'objet de notre entretien de ce jour, on définit l'État à travers un territoire, une population et un pouvoir organisé. L'organisation et le fonctionnement du pouvoir dans un État sont régis par une constitution, ou la loi fondamentale. Le pouvoir ou autorité de l'État permet à celui-ci d'exercer correctement ses fonctions régaliennes, à savoir la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, la sécurité et l'ordre public, ainsi que la protection des personnes et des biens, la distribution de la justice, l'administration du territoire en vue de favoriser la promotion économique et sociale de la population. Pour réaliser ces missions, l'État dispose de la puissance publique qui lui permet d'assurer le respect des lois et règlements. Au regard des attributions dévolues au ministère de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, l'administration territoriale incarne l'autorité de l'État par excellence en ce que ses principaux animateurs représentent le gouvernement et son autorité locale. Pour vous permettre d'apprécier les actions menées dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État à travers l'administration territoriale, il est utile de vous brosser, en quelques lignes, l'état des lieux de cette territoriale à l'entrée en fonction du gouvernement de transition. Comme vous le savez tous, depuis la Deuxième République, l'administration territoriale de base a été politisée par la désignation des animateurs qui répondaient souvent à des objectifs politiques et s'est détournée de ses missions, éclipsant ainsi la question du développement à la base. Le dysfonctionnement dû autant à la guerre qui a duré 5 ans qu'à l'absence de moyens financiers et logistiques, n'a pas permis à cette administration de faire ressortir l'autorité de l'État et de l'asseoir totalement sur la population. Face à cet héritage peu encourageant, l'objectif principal du ministère de l'Intérieur, décentralisation et sécurité est jusqu'ici de redynamiser l'administration territoriale et de la rendre capable de refléter une bonne image de l'État, à tous les niveaux. Appliquer les lois et règlements de la République. Assurer la sécurité des personnes et des biens. Respecter et faire respecter les droits des citoyens. Assurer l'encadrement de la population et la remettre au travail. Relayer le gouvernement dans l'exécution de son programme. Bref, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, à chaque fois que nous organisons des séances de travail avec les gouverneurs de province, nous insistons sur les instructions relatives notamment au renforcement de l'unité de commandement dans le chef de différentes autorités territoriales, gouverneur de province, commissaire de district, maire de ville, administrateur du territoire, chef de secteur, des capacités d'action de l'administration. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.